À mes 65 ans, j'ai organisé une fête pour la famille. Personne n'est venu. Le même jour, ma belle-fille a publié des photos de tout le monde en croisière. J'ai juste souri. À leur retour, je lui ai tendu un test ADN qui l'a fait pâlir. Je suis contente de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et commentez la ville d'où vous regardez pour que je puisse voir jusqu'où mon histoire est arrivée. J'ai passé 3 semaines à préparer ma fête pour mes 65 ans. 3 semaines à choisir le menu parfait, à décorer la salle à manger avec des fleurs fraîches et à appeler tout le monde pour confirmer leur présence. J'ai même acheté une nouvelle robe, bleu marine avec de petits boutons de perles, le genre de robe qui, selon Elliot, me mettait toujours en valeur. La table était dressée pour 8 personnes, les marque-places étant écrits de ma plus belle écriture. Elliot. Meadow. Le petit Tommy, qui vient d'avoir 7 ans. La douce Emma, qui a 5 ans. Ma sœur Ruth, son mari Carlé, bien sûr, moi-même en bout de table, d'où je pouvais voir les visages de chacun tandis que nous fêtions ensemble. À 18h30, personne n'était arrivé. J'ai vérifié mon téléphone 3 fois, pensant m'être trompé d'heure, mais c'était bien dans mon agenda, dîner d'anniversaire, 18h. J'avais envoyé des rappels à tout le monde 2 jours auparavant. À 19h, j'ai appelé Elliot directement sur la messagerie. Puis sur le téléphone de Meadow. Même chose. Ruth n'a pas répondu non plus, ce qui était étrange, car elle décroche toujours à la 2e sonnerie. Je suis resté dans ma salle à manger à contempler les assiettes intactes. Les bougies que j'avais allumées 1 heure plus tôt étaient maintenant consumées. Le rôti refroidissait dans le four. Le gâteau au chocolat que j'avais passé toute la matinée à préparer était impeccable et intact sur le plan de travail. Peut-être qu'il y avait du trafic. Peut-être qu'un imprévu est survenu à la dernière minute. Ce sont des choses qui arrivent, me suis-je dit. Même si j'avais la poitrine serrée et les mains qui tremblaient sans cesse, à 8h, je savais qu'il n'arriverait pas. Je m'assis lourdement sur ma chaise, fixant les sièges vides autour de moi. Ce n'était pas seulement un retard. C'était tout autre chose. Le silence dans ma maison semblait différent, non pas paisible, mais creux, comme si la maison elle-même retenait son souffle. C'est alors que j'ai fait l'erreur de consulter Facebook. Là, en haut de mon fil d'actualité, une photo m'a glacé le sang. Meadow, radieuse dans une robe d'été blanche et fluide, le bras autour d'Elliot, qui affichait un sourire plus grand que je ne l'avais vu depuis des mois. Derrière eux, le bleu profond de l'océan s'étendait à perte de vue. La légende disait, nous vivons notre meilleure vie en Méditerranée. Tellement reconnaissant pour cette incroyable escapade en famille. J'ai fait défiler la page vers le bas, d'autres photos. Tommy et Emma construisaient des châteaux de sable sur une plage immaculée. Ruth et Carl partageaient des cocktails dans ce qui ressemblait à un élégant bar de bateau. Tout le monde était là. Tout le monde sauf moi. L'horodatage indiquait que les photos avaient été publiées il y a à peine 1 heure, alors que je les attendais assis ici. Ils étaient à des milliers de kilomètres, trinquant au champagne et riant lors d'un dîner au coucher du soleil sur un bateau de croisière. J'ai senti quelque chose se fissurer dans ma poitrine. Pas se briser, mais se fissurer, comme la glace sur un lac quand la température chute trop vite. Ils avaient tout planifié. Meadow avait organisé des vacances en famille dont je n'étais pas membre, programmées pour mon anniversaire, et avait réussi à convaincre tout le monde d'y participer. Même Ruth, ma propre sœur, qui m'avait aidé à choisir les décorations pour cette fête la semaine dernière. J'ai regardé cette photo jusqu'à ce que mes yeux brûlent. Le sourire de Meadow était particulièrement éclatant, presque triomphant. Elle se tenait exactement là où j'aurais dû être, au centre de ma famille, entourée de ceux qui étaient censés m'aimer le plus. Mon téléphone a vibré. Un texto d'Elliot. Désolé, maman. J'ai oublié de te dire qu'on serait absent cette semaine. Meadow a réservé un voyage surprise. Bon anniversaire, quand même. J'ai oublié de te le dire. Comme si une croisière en Méditerranée était un truc qu'on oubliait de dire à sa mère par hasard. Comme si la réserver le jour de mon anniversaire était une pure coïncidence. Je posais prudemment le téléphone, de peur de le jeter contre le mur si je le tenais plus longtemps. Le rôti était définitivement froid. Je me dirigeais vers la cuisine et éteignis le four, mes mouvements étant mécaniques et étranges. J'avais l'impression de m'observer de l'extérieur, d'observer cette femme triste dans sa robe bleu marine, débarrassant le dîner que personne n'était venu manger. J'ai emballé le gâteau dans du plastique et je l'ai mis au réfrigérateur. J'ai soufflé ce qui restait des bougies.
J'ai commencé à ranger la belle porcelaine dans le placard, chaque assiette cliquetant les unes contre les autres avec un bruit qui semblait trop fort dans le silence de la maison. Mido avait gagné quelque chose ce soir, même si je ne savais pas exactement à quel jeu nous jouions. Tout ce que je savais, c'est que pour la première fois en 65 ans, je me sentais vraiment invisible. Pas seulement ignoré ou oublié, mais effacé. En éteignant les lumières de la salle à manger, j'ai aperçu mon reflet dans la fenêtre sombre. J'avais l'air plus petit, diminué. La femme qui me regardait avait passé des décennies à jouer le rôle de gardienne de la paix au sein de la famille, celle qui aplanissait les disputes et se souvenait des anniversaires de chacun. Celle qui faisait toujours passer la famille avant tout. Et ils avaient tous choisi de passer mon anniversaire à faire comme si je n'existais pas. Je montais l'escalier jusqu'à ma chambre, chaque marche plus lourde que la précédente. Demain, il me faudrait affronter les conséquences, les fausses excuses, les excuses pour malentendus, la douce voix de Mido m'expliquant que le voyage avait été réservé des mois auparavant et qu'il ne pouvait rien faire. Mais ce soir, j'avais juste besoin de m'asseoir avec cette douleur, de la ressentir vraiment, car quelque chose me disait que ce n'était pas seulement une fête d'anniversaire manquée. Il s'agissait de quelque chose de bien plus grand et de bien plus délibéré que je ne l'aurais jamais imaginé. Je n'ai pas dormi de la nuit. Au lieu de cela, je suis resté allongé dans mon lit, les yeux rivés au plafond, repensant à toutes les réunions de famille des 5 dernières années. L'anniversaire n'a pas été simplement oublié, il a été délibérément saboté. Et au fil des heures, d'autres souvenirs ont refait surface, tous plus troublants les uns que les autres. La fête du 4e anniversaire de Tommy. J'avais tellement hâte de le voir souffler ses bougies. Mais en arrivant sur place, Mido m'a accueilli à la porte avec ce sourire d'excuse qu'elle avait toujours maîtrisé. « Oh, Loretta, Elliot ne te l'avait pas dit ? On a dû déplacer la fête à demain. » Une petite urgence est survenue, mais j'entendais les rires des enfants à l'intérieur et je voyais des ballons à travers la fenêtre. Quand j'ai appelé Elliot plus tard, il semblait vraiment perplexe. « Demain ? » ?»« Non, maman. La fête est bien aujourd'hui. » Mido a dû se tromper de date. Le premier jour d'Emma à la maternelle. J'avais demandé 3 fois à Mido à quelle heure on la déposait pour pouvoir être là avec mon appareil photo. « Oh, on le fait super tôt », avait-elle dit. « Genre 7 heures. C'est probablement trop tôt pour toi. » Quand je suis arrivé quand même, la maîtresse m'a dit qu'Emma était là depuis l'heure habituelle, 8h30. J'avais raté son entrée dans sa classe, son petit signe d'au revoir nerveux à Elliot. Noël dernier, Mido m'avait appelé 2 jours plus tôt, la voix crispée par une fausse inquiétude. « Loretta, je déteste faire ça, mais Elliot se sent vraiment dépassé par le stress du travail. Il a demandé si on pouvait garder un petit dîner de Noël cette année, juste avec la famille proche. » J'avais passé Noël seul, à réchauffer les restes et à regarder de vieux films. Plus tard, Ruth m'a appris qu'ils avaient fait une grande fête. Elle avait vu les photos sur Instagram. 20 personnes, dont les amis d'université d'Elliot et plusieurs voisins, tout le monde sauf moi. Chaque souvenir me semblait comme une pièce de puzzle s'emboîtant, formant une image que j'avais été trop aveugle pour voir. Il ne s'agissait pas d'une simple erreur de communication ou d'innocent conflit d'horaire. C'était systématique, calculé. Je me suis levé et j'ai préparé du café au lever du soleil, les mains encore tremblantes d'épuisement et d'autres choses, un sentiment d'angoisse grandissant. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à parcourir les publications de Mido sur les réseaux sociaux de l'année écoulée, les observant vraiment pour la première fois. Elle était là, à la pièce de théâtre de Tommy à l'école, assise au premier rang à côté d'Elliot. Je lui avais posé des questions sur cette pièce en particulier, et elle m'avait dit qu'elle était annulée à cause d'une épidémie de grippe. Elle était là, au récital de danse d'Emma ou celui dont Mido avait dit qu'il ne s'agissait que d'une séance d'entraînement. Rien de spécial. Photo après photo, des moments en famille dont j'avais été exclu. Chacune était étiquetée avec des légendes évoquant de précieux souvenirs de famille et, heureuse d'avoir ces personnes dans ma vie. Le plus cruel, c'était à quel point tout cela paraissait naturel. Le bras de Mido autour d'Elliot. Les enfants regroupés près de leurs parents. Tout le monde souriait comme s'ils étaient faits l'un pour l'autre, comme s'ils étaient complets sans moi. J'ai posé le téléphone et me suis dirigé vers la fenêtre de ma cuisine, admirant le jardin que j'avais planté quand Elliot était petit. Il m'aidait à désherber ses massifs de fleurs, ses petites mains maniant avec précaution les tiges délicates. Quand l'avais-je perdu ? Quand avait-il cessé de me considérer comme essentiel à son bonheur ? La réponse m'est venue avec une clarté saisissante. Quand Mido est entré dans nos vies.
Avant elle, Elliot m'appelait 2 fois par semaine. Nous dînions ensemble un dimanche sur 2. Il me demandait conseil sur des problèmes professionnels, me racontait sa journée. Il était mon fils, mon ami, mon lien avec un avenir que j'avais contribué à façonner. Meadow a changé les choses petit à petit, si lentement que je ne m'en suis rendu compte que trop tard. D'abord, les dîners du dimanche sont devenus mensuels. Meadow a planifié ses repas élaborés, m'a expliqué Elliot. Elle adore m'avoir pour elle toute seule le week-end. Puis les appels téléphoniques se sont réduits à des rappels obligatoires les jours fériés. Désolé, maman. Je ne peux pas parler longtemps. Meadow a un emploi du temps très chargé aujourd'hui. Elle n'a jamais rien dit directement contre moi. Cela aurait été trop évident, trop facile à contrer. Au lieu de cela, elle opérait dans les espaces entre les mots, dans les silences qui suivaient ses suggestions. Ta mère a l'air fatiguée ces derniers temps. On ne devrait peut-être pas l'encombrer avec les enfants ce week-end. J'ai vu ta mère à l'épicerie hier. Elle avait l'air un peu perdue. Tu penses qu'elle se débrouille bien en vivant seule? Des sous-entendus subtils laissaient entendre que je devenais un fardeau, une source d'inquiétude, quelqu'un qu'il fallait gérer plutôt qu'inclure. Je repensais à la façon dont elle me serrait dans ses bras lors des réunions de famille, toujours un peu trop longtemps, sa main me caressant le dos comme si j'étais une parente âgée et fragile ayant besoin de réconfort plutôt que d'être un membre à part entière de la famille. Sa façon de m'interrompre quand je parlais aux enfants, attirant leur attention sur autre chose. Grand-mère Loretta a eu une longue journée, mais chérie. Pourquoi ne montres-tu pas plutôt ton nouveau jouet à papa? Et Elliot, mon beau-fils confiant, avait tout assimilé sans poser de questions. Il avait commencé à me regarder comme Meadow, avec un mélange d'affection et de pitié, comme si j'étais quelque chose de précieux mais de moins en moins important. La sonnerie du téléphone me tira de mes pensées. Le nom d'Elliot s'afficha à l'écran. Salut, maman. Sa voix était enjouée, détendue, si bien que j'en avais mal à la poitrine. Je voulais juste t'appeler pour te souhaiter un joyeux anniversaire en retard. Désolé de l'avoir manqué, mais ce voyage a été incroyable. Meadow s'est vraiment surpassé pour l'organisation. Je serrai le téléphone plus fort. Oui, j'ai vu les photos. Oh, super. Meadow a posté des photos à Gugo. Les enfants s'éclatent. Tommy a appris à faire de la plongée avec tuba hier et Emma s'est liée d'amitié avec une petite fille de Boston. Tu aurais adoré les voir. Le ferais-je? Car de là où j'étais assis, j'avais l'impression que personne n'avait remarqué mon absence. Le voyage était vraiment à la dernière minute, ai-je dit prudemment. Je sais, non. Meadow a trouvé une super affaire et a tout de suite foncé. Elle a toujours été spontanée comme ça. C'est une des choses que j'adore chez elle. Spontanée. C'est comme ça qu'il appelait réserver délibérément une croisière pour l'anniversaire de sa mère. Elliot, commençai-je, puis m'arrêtai. Que pouvais-je dire? Que sa femme le manipulait? Qu'elle avait passé des années à m'exclure systématiquement de sa vie. Il penserait que j'étais jalouse, amère, incapable d'accepter qu'il ait grandi et tourné la page. J'étais peut-être tout cela, mais j'avais aussi raison. Tout va bien, maman? Vas-y, je fermais les yeux, ressentant le poids de tous ces moments perdus, de toutes ces fois où j'avais été effacé de ma propre histoire familiale. Je vais bien, ma chérie. Je suis juste fatigué. Bon, repose-toi. On se retrouve la semaine prochaine, et je te promets qu'on organisera un événement spécial pour te rattraper de ton anniversaire manqué. Une autre promesse d'Elliot que Meadow trouverait bien le moyen de rompre. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans ma cuisine un long moment, à regarder la lumière changer tandis que le matin laissait place à l'après-midi. J'ai pensé aux années à venir. D'autres anniversaires passés seuls. D'autres grands moments de la vie de mes petits-enfants manqués. D'autres photos de famille où mon absence était si totale qu'on aurait dit que je n'avais jamais existé. Pour la première fois depuis la mort de mon mari, il y a 8 ans, je me suis sentie véritablement orpheline. Non pas de la mort cette fois, mais de quelque chose de sans doute pire, l'effacement délibéré et méthodique de ma place dans la seule famille qui me restait. Mais tandis que la colère montait en moi, brûlante et vive, je réalisais autre chose. Je n'allais pas disparaître sans bruit. Si Meadow voulait jouer, elle avait choisi le mauvais adversaire. J'avais élevé Elliot quand son père nous avait quittés. J'avais cumulé 2 emplois pour lui permettre d'aller à l'université, sacrifier mes propres rêves pour qu'il ait toutes ses chances. J'avais gagné ma place dans cette famille,
et je n'allais pas la céder sans me battre. J'avais juste besoin de comprendre contre quoi je me battais vraiment. C'était mardi matin. Exactement une semaine après ma fête d'anniversaire abandonnée, quand la sonnette a retenti. J'étais encore en peignoir, sirotant ma deuxième tasse de café, les yeux rivés sur la pile de cartes de remerciements que j'avais achetées pour une fête qui n'a jamais eu lieu. Le bruit m'a fait sursauter. Je n'attendais personne. Et franchement, les visiteurs inattendus étaient devenus rares dans mon isolement social soigneusement géré. Par le Judas, j'ai aperçu un homme que je ne connaissais pas. La quarantaine, peut-être, avec des cheveux noirs et des rides d'inquiétude creusées autour des yeux. Il était bien habillé, mais débraillé, comme s'il avait voyagé. Il avait les mains enfoncées dans les poches de son manteau et regardait nerveusement autour de lui, comme s'il n'était pas sûr de sa place. J'ai failli ne pas répondre. Après l'incident de la croisière, je n'étais pas d'humeur à entendre des solliciteurs, des missionnaires ou quoi que ce soit d'autre de la part de cet inconnu. Mais quelque chose dans sa posture, la façon dont il semblait rassembler son courage pour se tenir sur mon porche, a piqué ma curiosité. « Puis-je vous aider ?» ai-je appelé à travers la porte. « Madame Patterson ?» Sa voix était prudente, hésitante. « Loretta Patterson, la mère d'Elliot ?» Ma poitrine se serra. Comment cet inconnu a-t-il pu connaître le nom de mon fils? Qui me le demande? Il resta silencieux un instant, puis dit quelque chose qui me glaça le sang. Je m'appelle David Chen. J'ai besoin de vous parler de Meadow. J'ouvris lentement la porte, gardant la chaîne fermée. Et Meadow? David Chen semblait encore plus nerveux de près. Ses mains tremblaient légèrement et il avait des cernes sous les yeux, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Ça va paraître fou, Madame Patterson. Mais je crois que mon fils vit peut-être dans la maison du vôtre. La chaîne me parut soudain lourde dans les mains. De quoi parles-tu, Tommy? Demanda-t-il, et ce nom me frappa comme un coup de poing. Le petit garçon, 7 ans, cheveux bruns, avait une cicatrice au menton due à une chute de vélo à 4 ans. Je le fixais, l'esprit en ébullition. Tommy avait bel et bien une cicatrice au menton. Elliot m'avait raconté l'accident de vélo, la peur qu'ils avaient tous eue de l'emmener aux urgences. Mais comment cet étranger pourrait-il savoir cela? Je pense que tu ferais mieux d'entrer, dis-je d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. David Chen s'est assis sur mon canapé comme s'il allait s'enfuir à tout moment. Je lui ai proposé un café, mais il a secoué la tête, les mains si serrées sur ses genoux que ses jointures étaient blanches. Je ne sais pas par où commencer, dit-il. Ça va paraître fou. Et c'est moi. J'ai eu une semaine très étrange. Il prit une inspiration tremblante. Meadow et moi. On a été ensemble pendant 2 ans. C'était avant qu'elle rencontre ton fils, avant qu'elle se marie. On vivait ensemble, on parlait mariage, tout. Et puis elle est tombée enceinte. Ma tasse de café m'a soudain semblé trop lourde. Je l'ai posée avec précaution, de peur de la faire tomber. J'étais si heureux, continua David, la voix nouée par une douleur profonde. Je voulais l'épouser immédiatement, commencer à planifier notre vie ensemble. Mais Meadow, elle n'arrêtait pas de me repousser. Elle disait qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir, qu'elle n'était pas prête à franchir un pas aussi important. Puis un jour, je suis rentré du travail et elle était partie. Tout simplement partie. Toutes ses affaires, tout. Comme si elle n'avait jamais vécu là. Tu l'as cherchée? Bien sûr que je l'ai fait. Pendant des mois. J'ai signalé ma disparition, engagé un détective privé, publié sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables. Rien. C'était comme si elle s'était volatilisée. Il se frotta le visage des 2 mains. L'enquêteur m'a finalement dit d'abandonner. Il a dit, certaines personnes ne veulent tout simplement pas être retrouvées. Je commençais à me sentir mal. Qu'est-ce que cela a à voir avec Tommy? Il y a 3 mois, j'étais à une conférence à Sacramento, je me promenais en centre-ville pendant le déjeuner, et je les ai vus, Meadow et un petit garçon qui me ressemblait comme 2 gouttes d'eau à cet âge. Mêmes yeux, même menton, même façon d'incliner la tête pour se concentrer. Je les ai suivis sur 3 pâtés de maison. Madame Patterson, j'ai observé ce petit garçon, et j'ai su. J'ai su qu'il était de moi. On avait l'impression que la pièce tournait. Tu dis que Tommy est ton fils? Je dis que je pense que oui. Meadow était enceinte d'environ 2 mois quand elle m'a quitté.
Si elle avait mené la grossesse à terme, il aurait exactement l'âge de Tommy aujourd'hui. David fouilla dans sa veste et en sortit son téléphone. Regarde ça. Il me montra une photo de lui enfant, peut-être 6 ou 7 ans. La ressemblance avec Tommy était flagrante. Les mêmes yeux noirs, la même mâchoire obstinée, et même le léger espace entre ses dents de devant que Tommy essayait toujours de cacher lorsqu'il souriait. Mes mains tremblaient. C'était peut-être une coïncidence. Beaucoup d'enfants se ressemblent. C'est ce que je me suis dit au début, mais ensuite j'ai commencé à creuser. La voix de David est devenue plus dure, plus déterminée. J'ai engagé une autre enquêtrice, plus compétente cette fois. Mido Martinez. Ce n'est même pas son vrai nom, d'ailleurs. Son vrai nom est Margaret Winters. Et elle a déjà fait ça. Quoi fait avant? Elle disparaissait quand les choses se compliquaient. Elle quittait les hommes quand ils commençaient à poser trop de questions. L'enquêteur a trouvé 2 autres hommes, Madame Patterson, 2 autres hommes qui avaient eu des relations avec elle qui se sont terminées de la même façon. Soudain, complètement, comme si elles n'avaient jamais existé. David se pencha en avant, le regard intense. L'une d'elles pense qu'elle aussi était peut-être enceinte quand elle l'a quitté. J'avais l'impression de me noyer. Pourquoi me dis-tu ça? Pourquoi maintenant? Parce que j'observais de loin depuis 3 mois, cherchant à savoir quoi faire, à décider si j'avais le droit de perturber la vie d'un enfant sur la base de soupçons et de coïncidences. Sa voix se brisa. Mais ensuite, j'ai vu les photos de ta croisière. Les joyeuses vacances en famille, tout le monde souriant et riant. Et j'ai réalisé quelque chose qui m'a rendu malade. Quoi? Vous n'étiez sur aucune photo. J'ai parcouru tous les réseaux sociaux de Meadow, Madame Patterson. Des centaines de photos de réunions de famille, d'anniversaires, de vacances. Tommy et Emma y figurent toutes. Votre fils Elliot est sur la plupart. Mais vous, vous êtes à peine présente, comme si vous étiez effacée de l'histoire de votre propre famille. La vérité m'a frappé comme un coup de poing. J'ai repensé à tous ces événements manqués, à tous ces changements de dernière minute et à ces malentendus opportuns. Toutes ces fois où je me suis senti comme un étranger observant ma propre famille. J'ai commencé à repenser à ma propre expérience avec Meadow, a poursuivi David. Comment elle m'a isolé de mes amis et de ma famille vers la fin. Comment elle m'a donné l'impression que c'était moi le problème, que j'étais trop exigeant, trop collant. Comment elle m'a convaincu que les gens qui tenaient à moi ne comprenaient pas vraiment notre relation. Elle fait la même chose à Elliot, murmurai-je. Je crois que oui. Et je crois qu'elle te fait la même chose. Ce qui veut dire que si Tommy est vraiment mon fils, il n'est pas la seule victime. Toi aussi. David fouilla à nouveau dans son manteau et en sortit une enveloppe en papier craft. C'est pour ça que je suis ici, Madame Patterson. Pourquoi? J'ai finalement eu le courage de frapper à ta porte. Qu'est-ce que c'est? Résultat du test ADN. J'ai réussi à obtenir un échantillon des cheveux de Tommy chez le coiffeur où Meadow l'emmène. Je l'ai fait tester par rapport à mon propre ADN. Ses mains tremblaient lorsqu'il m'a tendu l'enveloppe. J'ai reçu les résultats hier. Je fixais l'enveloppe, craignant de la toucher. À l'intérieur se trouvaient des informations qui pouvaient détruire ma famille ou la sauver. Et je n'avais aucun moyen de savoir lequel. Avant d'ouvrir ça, dit David doucement, il faut que tu saches autre chose. Je ne veux pas séparer Tommy du seul père qu'il ait jamais connu. Je ne veux pas le traumatiser ni perturber sa vie. Mais je ne peux pas rester les bras croisés à regarder Meadow manipuler et mentir à ceux qu'il aime, toi y compris. Que me demandes-tu de faire? Je vous demande de m'aider à le protéger d'elle, du jeu auquel elle se livre avec nous tous. La voix de David était désormais ferme, résolue. Parce que si elle a menti à ce sujet, Madame Patterson, sur quoi d'autre a-t-elle menti? Et à qui d'autre va-t-elle faire du mal? J'ai regardé l'enveloppe dans mes mains, ressentant le poids de la vérité qu'elle contenait. Dehors, une portière de voiture a claqué et j'ai entendu des enfants rire en passant devant chez moi. Des bruits normaux d'un après-midi normal dans un quartier normal où les mères ne volaient pas leurs enfants et où les grands-mères n'étaient pas effacées des photos de famille. Mais ma vie n'était plus normale depuis longtemps. Je refusais simplement de l'admettre. Madame Patterson. La voix de David était douce, presque bienveillante. Êtes-vous prête à connaître la vérité? J'ai pensé au doux visage de Tommy, à la façon dont il courait vers moi, les bras tendus, avant que Meadow ne commence à décourager ses démonstrations d'affection.
J'ai pensé à Emma, qui me connaissait à peine, car j'avais été exclu d'une grande partie de sa vie. J'ai pensé à Elliot, mon fils, qui s'était peu à peu empoisonné contre sa propre mère. J'ai pensé à ma fête d'anniversaire vide et à toutes ces photos de famille où je n'existais pas. Oui, dis-je en ouvrant l'enveloppe. Les résultats ADN étaient rédigés dans un langage clinique et impitoyable. 99,7% de probabilité de paternité. Les chiffres défilaient devant mes yeux tandis que je les relisais encore et encore, espérant qu'ils changeraient, espérant que tout cela n'était qu'une erreur élaborée ou une blague cruelle. Tommy n'était pas le fils d'Elliot. Mon petit-fils, le petit garçon que j'avais vu faire ses premiers pas, m'a aidé à lui apprendre à lasser ses chaussures, m'a lu des histoires avant de dormir quand il était assez petit pour se blottir sur mes genoux. Il n'était pas du tout de mon sang. Et Elliot, mon fils dévoué, qui avait prénommé Tommy comme son grand-père, ignorait totalement qu'il élevait l'enfant d'un autre. Je suis désolé, dit David doucement. Il était toujours assis sur mon canapé, observant mon visage tandis que je traitais l'information. Je sais que ça doit être dévastateur. Je posais les papiers, les mains tremblantes. Depuis combien de temps en es-tu certain? Depuis hier, mais je m'en doutais depuis des mois. Il ressortit son téléphone et me montra d'autres photos. Des images de surveillance qu'il avait visiblement prises de loin. Tommy jouant dans un parc. Tommy entrant dans une école. Tommy faisant du vélo dans ce qui semblait être la rue de mon quartier. Je les ai suivis parfois. Je sais ce que ça peut paraître. Mais il fallait que j'en sois sûr. Tu as surveillé ma famille. J'observe mon fils, corrigea David d'une voix ferme mais sans hostilité. J'essaie de comprendre quel genre de femme peut voler un enfant et construire toute sa vie autour de ce mensonge. La colère monta alors, brûlante et accablante. Pas contre David. Il était une victime, tout comme nous. Mais contre Meadow, face à l'ampleur de sa tromperie, à sa cruauté. Elle n'avait pas seulement menti sur la filiation de Tommy. Elle avait bâti tout son mariage sur ce mensonge. Elle avait utilisé un enfant innocent comme fondement d'une vie à laquelle elle n'avait aucun droit. Elle a piégé Elliot, dis-je d'un ton dur et amer. Elle est tombée enceinte d'un autre homme et s'en est servie pour épouser mon fils. On dirait bien. L'expression de David était sombre. La chronologie colle parfaitement. Elle m'a quitté à environ 2 mois de grossesse, et les premiers signes commençaient à apparaître. Si elle avait agi vite, si elle avait trouvé quelqu'un rapidement, elle aurait pu le convaincre que le bébé était prématuré ou simplement petit. Je repensais à la naissance de Tommy, à l'excitation d'Elliot lorsqu'il m'avait appelé pour m'annoncer que Meadow était en travail. Il est arrivé 3 semaines plus tôt, me souvenais-je. Elliot craignait des complications, mais le médecin a dit que tout allait bien. Parce que tout allait bien. Tommy n'était pas prématuré. Il était exactement dans les temps pour moi, pas pour Elliot. Les pièces du puzzle se mettaient en place avec une clarté écœurante. L'histoire d'amour fulgurante de Meadow avec mon fils, les fiançailles éclairs, le mariage à peine 6 mois après leur rencontre. À l'époque, j'avais trouvé cela romantique. Le véritable amour triomphant. Maintenant, je réalisais que c'était bien plus calculé. Elle avait besoin d'un père pour Tommy avant sa naissance, dis-je. Quelqu'un de stable, quelqu'un qui ne remettrait pas trop en question le timing, quelqu'un de confiant, ajouta David. Quelqu'un qui n'exigerait pas de test de paternité parce que l'idée ne lui viendrait jamais à l'esprit. C'était Elliot. Exactement. Mon fils avait toujours été d'une honnêteté exemplaire, incapable de tromperie qui le rendrait méfiant. Il prenait les gens au pied de la lettre, croyait ce qu'ils lui disaient. C'était l'une de ses plus grandes qualités, et Meadow l'avait utilisée contre lui. Il y a autre chose, dit David, et quelque chose dans sa voix me serra l'estomac. L'enquêteur que j'ai engagé a découvert d'autres choses sur Meadow. Des choses qui pourraient expliquer pourquoi elle vous a mis hors jeu. Quelles choses? David sortit un dossier et me le tendit. À l'intérieur se trouvaient des photos, des documents, ce qui ressemblait à des copies de documents officiels. Son vrai nom est Margaret Winters. Elle a 34 ans, et non 31 comme elle l'a dit à votre fils. Elle a grandi en famille d'accueil, et a été retirée du système à 18 ans. Sans famille, sans véritable lien. J'ai étudié une photo qui semblait sortir d'un album de fin d'année de lycée. Le visage était bien celui de Meadow, mais plus jeune, plus dur, d'une certaine manière. Ses cheveux étaient différents, plus foncés, et il y avait dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais vu chez la femme qui avait épousé mon fils.
Une sorte de soif désespérée. Elle a déjà été mariée 2 fois, a poursuivi David. Une fois avec un homme nommé Robert Kim dans le Nevada, une fois avec un certain James Fletcher dans l'Oregon. Les 2 mariages se sont soldés par un divorce en 2 ans, et elle a toujours obtenu d'importantes pensions alimentaires. Elle a déjà fait ça, murmurai-je. Le schéma est toujours le même. Elle rencontre un homme riche ou stable, s'empresse de le séquestrer, puis l'isole systématiquement de son réseau de soutien, de ses amis, de sa famille, de toute personne susceptible de la démasquer ou de lui poser des questions gênantes. J'ai pensé à la façon dont les amis d'Elliot à l'université avaient progressivement cessé de venir après son mariage avec Meadow. Comment il s'était éloigné de ses collègues de travail. Comment il ne parlait plus guère de son travail, si ce n'est pour évoquer son stress. Comment il était devenu de plus en plus dépendant de Meadow pour ses relations sociales, son soutien émotionnel, pour tout. Elle l'isole, dis-je. Et toi, parce que tu es la plus grande menace à son emprise. Les mères voient des choses que les autres ne voient pas. Elles posent des questions. Elles se souviennent de détails antérieurs à sa naissance. David se pencha en avant, l'air intense. Elle avait besoin que vous disparaissiez, Madame Patterson. Pas seulement distante, complètement effacée. C'est pour ça qu'elle a saboté la fête d'anniversaire. C'est la raison de tous ces événements manqués et de ces malentendus. Elle a systématiquement entraîné ta famille à fonctionner sans toi. La cruauté de la situation m'a coupé le souffle. Mais pourquoi? Si elle avait déjà Elliot, s'il croyait que Tommy était son fils, pourquoi se donner tant de mal pour m'exclure? Parce que tu es témoin de la chronologie. Tu te souviens de leur rencontre, de sa grossesse, de la naissance de Tommy. Si tu avais commencé à poser des questions, à comparer les dates, tu aurais peut-être découvert la vérité. La voix de David était calme mais assurée. Elle avait besoin que tu deviennes insignifiant avant de devenir dangereux. Je me suis levé brusquement et me suis dirigé vers la fenêtre d'où je pouvais voir la rue où Tommy avait appris à faire du vélo. Le petit garçon avec qui j'avais encouragé, bandé ses genoux écorchés et célébré chaque étape importante. Il était toujours le même enfant, toujours gentil, drôle et intelligent. Mais tout ce qui concernait sa place dans notre famille était un mensonge. Et Emma, demandai-je, redoutant la réponse. Pour autant que je sache, Emma est bien la fille d'Elliot. Née 2 ans après Tommy, à une époque où Meadow et votre fils étaient bel et bien ensemble, mais Madame Patterson. David hésita. Quoi? La naissance d'Emma a peut-être été calculée, elle aussi. Une façon de s'assurer qu'Elliot ne remette jamais en question la filiation de Tommy. Si Meadow pouvait lui donner un enfant biologique, il serait moins susceptible de douter que Tommy soit aussi de lui. Et cela consoliderait encore davantage leur relation. J'étais malade. Tout dans le mariage de mon fils, sa famille, sa vie au cours des 7 dernières années avait été orchestrée par une femme qui le voyait non pas comme une personne à aimer, mais comme une ressource à exploiter. Et elle avait utilisé des enfants innocents, comme des instruments de manipulation. Tommy ne le sait pas, n'est-ce pas, ai-je demandé. Bien sûr que non. Il a 7 ans. Pour lui, Elliot est son père et l'a toujours été. Et Emma, elle non plus, ne le sait pas. Elle pense juste avoir un grand frère qui n'est pas comme elle. Les enfants ne se posent pas de questions, mais les adultes, eux, si, ou plutôt, ils devraient. Et je commençais à comprendre pourquoi Meadow avait tant travaillé pour me rendre inutile. Une grand-mère qui passait du temps avec ses petits-enfants, qui était vraiment présente dans leur vie, pourrait éventuellement remarquer que Tommy ne ressemblait en rien à son prétendu père, pourrait commencer à s'interroger sur des ressemblances familiales, sur des traits génétiques incohérents. David, dis-je lentement. Pourquoi as-tu décidé de me dire ça maintenant? Tu aurais pu simplement exiger un test de paternité, aller en justice, essayer d'obtenir la garde. Pourquoi m'impliquer? Il resta silencieux pendant un long moment, fixant ses mains. Parce que j'ai compris quelque chose en voyant ces photos de croisière. Meadow ne détruit pas seulement ma relation avec mon fils. Elle détruit aussi la vôtre. Et si on ne l'arrête pas, elle va continuer à faire ça à d'autres. Que veux-tu dire? Elle commence déjà à s'éloigner des amis d'Elliot et de ses collègues de travail, le rendant de plus en plus dépendant d'elle pour tout. Et elle apprend aux enfants à le voir comme le seul parent qui compte vraiment. Tommy ne parle presque plus de toi quand je les regarde au parc. C'est comme si elle t'effaçait de sa mémoire. Cette vérité m'a frappé comme un coup de poing. J'ai pensé à quel point Tommy avait changé ces derniers mois.
Comment il avait arrêté de courir me prendre dans ses bras quand je lui rendais visite. Comment il avait commencé à demander la permission à Meadow avant de me parler. Je pensais qu'il grandissait, qu'il devenait plus indépendant. Mais peut-être était-ce tout autre chose. Elle finira par se séparer d'Elliot, continua David. Tout comme elle m'a séparé. Tout comme elle a séparé ses précédents maris. Mais d'abord, elle va s'assurer qu'il ne lui reste plus rien, à part elle et les enfants. Plus d'amis, plus de famille, plus de soutien. Quand elle sera prête à passer à autre chose, il sera complètement seul. J'ai fermé les yeux, voyant l'avenir de mon fils s'étendre devant lui, isolé, abandonné, probablement ruiné si Meadow était aussi calculatrice qu'elle le paraissait. Et les enfants, pris au milieu de tout cela, utilisés comme des pions dans un jeu dont ils ignoraient même qu'ils jouaient. « Que veux-tu que je fasse ?» ai-je demandé. David se leva et rassembla ses papiers et ses photos. « Je veux que vous m'aidiez à sauver notre famille, tous les deux. Parce que c'est ce que nous sommes, Madame Patterson. Une famille. Vous êtes la grand-mère de Tommy à tous égards, même si nous ne partageons pas notre ADN. Et je ne laisserai pas Meadow détruire cela simplement parce qu'elle a peur de la vérité. » Il m'a remis une carte de visite avec ses coordonnées. Réfléchissez mais ne réfléchissez pas trop longtemps. Ils seront de retour de croisière dans quelques jours, et à ce moment-là, Meadow surveillera le moindre signe indiquant que vous reprenez le dessus. Si nous voulons agir, il faut que ce soit vite. Après le départ de David, je me suis assise dans mon salon, les résultats de l'analyse ADN à la main, les yeux rivés sur ma carte de visite. Dehors, l'après-midi cédait la place au soir, et la maison semblait plus silencieuse que jamais. Mais pour la première fois depuis des mois, le silence ne semblait pas vide. On aurait dit le calme avant la tempête. Parce que Meadow Martinez, ou Margaret Winters, ou quel que soit son vrai nom, avait commis une erreur cruciale. Elle avait cru pouvoir m'effacer complètement, me rendre insignifiante dans l'histoire de ma propre famille. Mais je n'étais pas encore parti. Et maintenant que je savais qui elle était vraiment, je n'allais nulle part. J'ai appelé Elliot 3 jours après le retour de la famille de croisière. Ma voix était posée, habituée. J'avais répété cette conversation une douzaine de fois dans ma tête. « Salut ma chérie. Je me demandais si on pourrait dîner ensemble ce week-end. J'ai quelque chose d'important à te dire, à toi et à Meadow. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil. « Tout va bien, maman ? Tu as l'air sérieuse. »« Tout va bien. Je pense juste qu'il est temps qu'on ait une vraie conversation familiale, à propos de nous, de l'avenir. » J'ai réfléchi un peu pendant ton absence. Un autre silence, plus long cette fois. J'entendais la voix de Meadow en arrière-plan, même si je ne distinguais pas ses paroles. Quand Elliot revint en ligne, son ton était plus prudent. Meadow veut savoir de quel genre de conversation il s'agit. Elle craint que l'horaire de la croisière ne vous contrarie. Bien sûr qu'elle était inquiète. L'instinct de Meadow était aiguisé. Elle sentait probablement que quelque chose avait changé, même par téléphone. Dis à Meadow que je ne suis pas contrarié. Je pense juste qu'il est important que les familles communiquent ouvertement, tu ne trouves pas? Samedi soir, ce serait parfait. Je cuisinerai. Je vais voir avec Meadow et je te recontacter. Le fait que mon fils de 38 ans ait besoin de demander conseil à sa femme pour dîner avec sa mère aurait été risible si ce n'était pas si déchirant, mais j'ai gardé un ton léger. Bien sûr, fais-le-moi savoir. Il a rappelé 2 heures plus tard. Samedi, ça marche. 6 heures. Parfait. J'ai hâte de voir tout le monde. C'était jeudi. J'ai passé la journée de vendredi à préparer ce que je savais être la conversation la plus importante de ma vie. David et moi nous étions revus 2 fois depuis sa première visite, planifiant soigneusement comment présenter la vérité de manière à protéger Tommy tout en dévoilant la supercherie de Meadow. Les résultats ADN étaient soigneusement rangés dans une chemise en papier craft sur mon comptoir de cuisine, avec des copies des documents trouvés par l'enquêteur de David. La véritable identité de Margaret Winters, ses précédents mariages, la chronologie prouvant que Tommy ne pouvait pas être le fils biologique d'Elliot, tout ce dont nous avions besoin pour déconstruire les mensonges sur lesquels Meadow avait bâti sa vie. J'ai préparé le plat préféré d'Elliot, un rôti de bœuf accompagné de purée de pommes de terre à l'ail et des haricots verts qu'il adorait depuis son enfance. Si ce devait être notre dernier dîner de famille, je voulais qu'il soit mémorable pour les bonnes raisons, du moins au début. Le samedi soir est arrivé, gris et bruineux. Un temps typique d'octobre.
J'ai dressé la table de la salle à manger avec ma belle porcelaine, la même vaisselle que j'avais prévu d'utiliser pour mon anniversaire 2 semaines plus tôt. L'ironie ne m'a pas échappé. Ils arrivèrent à 6 heures précises. Meadow portait une robe fluide couleur crème qui la rajeunissait, la rendait plus innocente. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, son maquillage impeccable. Elle ressemblait à l'image d'une épouse et d'une mère dévouée, incapable de tromperie. Tommy franchit la porte en premier, avec toute l'énergie et l'excitation d'un enfant de 7 ans. Grand-mère Loretta, j'ai appris à nager pendant la croisière. Tu veux me voir faire la brasse canine? Mon cœur se serra tandis que je le serrais dans mes bras, sachant que ce que j'allais lui révéler allait tout changer pour cet enfant innocent. Peut-être après le dîner, mon chéri. Va te laver les mains. Emma me suivait plus discrètement, serrant contre elle une petite poupée aux cheveux emmêlés. À 5 ans, elle était plus réservée que son frère, plus prudente avec moi depuis que Meadow avait commencé à décourager leur affection, mais elle me laissa quand même l'embrasser sur le front avant de suivre Tommy aux toilettes. Elliot m'a serré chaleureusement dans ses bras et, l'espace d'un instant, j'ai pu faire comme si c'était un dîner de famille ordinaire. Il y a quelque chose qui sent incroyablement bon, maman. Ta cuisine m'a manqué. Tu as l'air fatigué, ai-je observé. Lui, oui. Il avait de nouvelles rides autour des yeux et il avait perdu du poids. Le travail a été dur ces derniers temps. La fusion stresse tout le monde. Il jeta un coup d'œil à Meadow, qui examinait mon salon comme si elle cataloguait les problèmes potentiels. Mais Meadow n'arrête pas de me répéter que je dois trouver un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Le stress est très mauvais pour la santé, a dit Meadow, apparaissant à nos côtés avec son sourire expert. J'encourage constamment Elliot à envisager une retraite anticipée. Nous pourrions voyager davantage et passer plus de temps avec les enfants. Une retraite anticipée à 38 ans. Une autre façon de rendre Elliot complètement dépendant d'elle, de le couper de son identité professionnelle et de ses revenus. Je lui ai souri en retour. C'est en fait lié à ce dont je voulais discuter ce soir. Pendant le dîner, j'ai maintenu la conversation légère. Les enfants ont bavardé de leurs aventures en croisière, et Meadow a joué la mère parfaite, coupant la viande de Tommy et rappelant à Emma d'utiliser sa serviette. Elle excellait dans ce rôle, chaleureuse, attentionnée, totalement crédible. Mais j'ai remarqué des choses qui m'avaient échappé. Comment elle m'a interrompu lorsque Tommy a commencé à raconter comment je lui avais manqué pendant leur absence. Comment elle a redirigé l'attention d'Emma lorsque la petite fille lui a demandé pourquoi je ne les avais pas accompagnés. Comment elle a subtilement géré chaque interaction, contrôlant le flux de la conversation et de l'affection. Après que les enfants eurent fini de manger, je leur ai proposé de jouer dans le salon pendant que les adultes discutaient. Meadow s'y est immédiatement opposé. Oh, il devrait probablement se préparer bientôt. Demain, c'est jour d'école, et nous aimons garder une routine régulière. Ça ne sera pas long, dis-je fermement. Et je pense que ce que j'ai à partager pourrait bien changer leur routine. Une lueur traversa le visage de Meadow, l'espace d'une seconde, mais je l'aperçus. La peur. Une fois les enfants installés avec leurs jouets dans la pièce voisine, je suis retourné dans la salle à manger où Elliot et Meadow attendaient. Le dossier en papier craft était posé sur la table à côté de ma tasse de café, telle une arme chargée. Alors, dit Elliot en prenant la main de Meadow par-dessus la table. De quoi voulais-tu parler? J'ai pris une grande inspiration, ressentant le poids du moment. Je voulais parler d'honnêteté, de famille, de l'importance de savoir qui nous sommes vraiment. Le sourire de Meadow se crispa presque imperceptiblement. C'est un peu philosophique pour une conversation à table. Vraiment? Je ne crois pas. J'ai pris le dossier en papier craft, les sentant tous les deux tendus. Vous voyez, j'ai appris récemment des choses intéressantes sur l'histoire familiale, sur la génétique, sur l'importance des dossiers médicaux et des informations précises. Maman, dit lentement Elliot, qu'est-ce qu'il y a dans le dossier? La vérité. Je l'ai ouvert et j'ai sorti les résultats de l'ADN, les posant sur la table entre nous. Voici les résultats d'un test de paternité pour Tommy. Le silence qui suivit fut assourdissant. Elliot fixait les papiers comme s'ils allaient s'enflammer. Meadow resta figé, le visage soigneusement impassible. Un test de paternité? La voix d'Elliot était à peine un murmure. Pourquoi le ferais-tu? Comment as-tu fait? Le test montre que vous n'êtes pas le père biologique de Tommy, dis-je doucement. Il y a 99,7% de chances qu'un autre homme soit son père. Un homme nommé David Shen.
Meadow se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. C'est dingue, Loretta. Je ne sais pas à quel jeu tordu tu joues, mais... Assieds-toi, Margaret. L'appel de son vrai nom la frappa comme un coup dur. Elle recula, le visage blême. Elliot nous regarda tour à tour, la confusion et l'horreur grandissante se lisant dans son expression. Margaret? Maman, que se passe-t-il? J'ai sorti le rapport de l'enquêteur, les certificats de mariage, la documentation chronologique. Le vrai nom de Meadow est Margaret Winters. Elle a déjà été mariée 2 fois et a tendance à mentir sur son identité et son passé. Elle était en couple avec David Chen avant de te rencontrer, Elliot. Elle l'a quitté alors qu'elle était enceinte de lui et est venue chercher un nouveau père pour son bébé. Ce n'est pas vrai, dit Meadow. Mais sa voix tremblait à présent. Elliot, n'écoute pas ça. Ta mère a visiblement fait une dépression nerveuse. Tommy est né 7 mois après votre rencontre, continuai-je sans relâche. Tu le pensais prématuré, mais il ne l'était pas. Il est né exactement au moment prévu pour la relation de Meadow avec David. Elliot a pris les résultats de l'ADN d'une main tremblante. J'ai observé son visage tandis qu'il les lisait, j'ai vu le rouge disparaître de ses joues à mesure que les chiffres s'imposaient. Ce n'est pas possible, murmura-t-il. David Chen cherche son fils depuis 7 ans, ai-je dit. Il t'a trouvé il y a 3 mois et t'observe de loin, cherchant une solution. Il est venu me voir parce qu'il a compris ce que Meadow faisait à notre famille. Les mêmes tactiques d'isolement qu'elle avait utilisées contre lui. Meadow reculait maintenant vers la porte, son calme parfait complètement brisé. Elliot, s'il te plaît, ne la laisse pas t'empoisonner contre moi. Pense à notre vie ensemble. Notre famille. Notre famille, la voix d'Elliot était rauque, brisée. Notre famille bâtie sur un mensonge. Notre fils qui n'est pas vraiment notre fils. C'est ton fils à tous égards. Tu l'as élevé. Tu l'aimes. Basé sur un mensonge. Elliot frappa la table du poing, faisant sauter la vaisselle. Tout, Meadow. Tout n'était que mensonge. Du salon parvenaient des rires d'enfants. Innocents et joyeux. Tommy et Emma jouaient à leur jeu, inconscients que leur monde était en train d'imploser dans la pièce d'un accent grave côté. Il y a plus, dis-je doucement en sortant les archives des mariages précédents de Meadow. Elle a déjà fait ça. Trouver des hommes, les épouser rapidement, les isoler de leur famille, puis passer à autre chose quand ça lui arrangeait. Tu n'es pas sa première victime, Elliot. Tu es juste celle qui a le plus réussi. Elliot fixait les documents, sa respiration était superficielle et rapide. La croisière, dit-il soudain. Ton anniversaire. Ce n'était pas une coïncidence, si? Meadow ne dit rien, mais son silence était une réponse suffisante. Tu l'as planifié exprès. Tu as fait en sorte que maman soit seule pour son anniversaire pendant qu'on s'amusait tous ensemble sans elle. Tu voulais lui faire du mal. Je voulais protéger notre famille, commença Meadow. De quoi? De ma mère? De la femme qui m'a élevé, qui m'a aimé et qui n'aurait jamais fait de mal à personne? De quelqu'un qui finirait par découvrir la vérité, dis-je doucement. C'est de ça qu'il s'agit, Elliot. Les événements manqués, les changements de dernière minute, la séparation progressive d'avec tes amis et ta famille. Meadow avait besoin de t'isoler complètement avant que tu ne commences à poser des questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre. Elliot leva les yeux vers sa femme. Sa femme, qui n'était pas celle qu'elle prétendait être, dont toute la vie avec lui était bâtie sur la tromperie. Est-ce que tout ça est réel? M'aimes-tu vraiment? Ou est-ce que j'étais juste là pour te faciliter la vie? Pour la première fois depuis que je la connaissais, Meadow n'avait aucune réponse. Pas de déviation en douceur, pas de manipulation, pas de réponse parfaitement élaborée. Elle restait là, exposée et silencieuse. Ce silence nous disait tout ce que nous avions besoin de savoir. Depuis le salon, Tommy a appelé, « Papa, on peut avoir une glace ?» Elliot ferma les yeux et je vis une larme couler sur sa joue. « Que dois-je leur dire ?» murmura-t-il. « Comment expliquer ça aux enfants ? » On trouvera une solution, dis-je en lui prenant la main par-dessus la table. Ensemble, en famille. Mais Tommy est toujours ton fils dans tous les domaines importants. Ça ne change pas. Mais il a aussi un père biologique qu'il aime et qui veut faire partie de sa vie. Et peut-être que si on gère ça bien, ce sera une bonne chose. Meadow se tourna vers la porte,
mais je l'appelais Margaret. Elle s'arrêta, mais ne se retourna pas. David ne disparaîtra pas cette fois. Et moi non plus. Si tu essaies de fuir avec les enfants, on te retrouvera. Si tu essaies de manipuler la situation ou de blesser ces enfants pour te protéger, on t'en empêchera. Tu ne contrôleras plus cette famille. Elle est partie sans un mot de plus, laissant derrière elle le bruit des enfants qui jouaient et les débris de cette année de mensonges. Mais pour la première fois depuis des mois, je n'avais pas l'impression de perdre ma famille. J'avais plutôt l'impression de la retrouver enfin. 6 mois plus tard, alors que je préparais le dîner du dimanche dans ma cuisine, j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir et la voix de Tommy crier « Grand-mère, on a apporté le dessert, ma puce ». Je répondis en souriant au grondement de petits pas qui couraient vers moi. Tommy fit irruption dans la cuisine, les bras serrés autour d'une boîte de pâtisserie presque trop grande pour lui. Emma le suivit, plus prudente, portant un petit bouquet de marguerites. « C'est pour toi », dit-elle timidement en lui tendant les fleurs. « Papa a dit que le jaune était ta couleur préférée. » Je me suis agenouillé pour accepter le bouquet, l'attirant dans une étreinte qu'elle n'a plus hésité à me rendre. « Ils sont parfaits, ma chérie. » « Merci. » Elliot apparut dans l'embrasure de la porte, plus en forme qu'il ne l'avait été depuis des années. Le poids perdu durant les derniers mois passés avec Meadow était revenu, et les rides de stress autour de ses yeux s'étaient atténuées. Derrière lui se tenait David, encore un peu hésitant lors des réunions de famille, mais trouvant progressivement sa place dans notre nouvelle dynamique compliquée. « Ça sent incroyablement bon, » dit Elliot en m'embrassant sur la joue. « C'est ta fameuse tarte aux pommes ?» Tommy l'a expressément demandé, dis-je en ébouriffant les cheveux du petit garçon. « Avec de la purée de pommes de terre et cette recette de poulet que tu adorais. »« Celle aux herbes ?» Les yeux de Tommy s'illuminèrent. « Oui, c'est aussi mon préféré, comme celui de papa. » Il lui fallut encore un certain temps pour s'habituer à la facilité avec laquelle il appelait Elliot et David « papa », mais les enfants s'étaient adaptés à leur famille élargie avec la résilience dont ils font preuve. Tommy appelait Elliot « papa » et David « papa, Dave », tandis qu'Emma avait simplement accepté que Tommy ait 2 pères, comme certains de ses amis ont 2 maisons. David posa une bouteille de vin sur le comptoir, se déplaçant toujours avec précaution dans ce qui avait été le domaine de Meadow. « Comment puis-je aider ? » « Tu peux mettre la table, dis-je. La belle porcelaine est dans le meuble de la salle à manger. » Il avait fallu des mois pour en arriver là. Des mois de thérapie familiale, de discussions attentives avec les enfants et de procédures judiciaires qui avaient finalement abouti à la renonciation volontaire de Meadow à la garde de ses enfants en échange d'une évasion de poursuite pour fraude. Elle avait de nouveau disparu, comme elle l'avait fait de la vie de David 7 ans plus tôt. Mais cette fois, elle avait laissé les enfants derrière elle. La transition n'avait pas été facile. Tommy avait été désemparé et brisé par l'absence soudaine de sa mère. Malgré toutes ces manipulations, Emma était restée collante et anxieuse, craignant que d'autres personnes qu'elle aimait disparaissent. Il y avait eu des larmes, des crises de colère et des nuits blanches pour nous tous. Mais il y avait aussi eu une période de guérison. Elliot était revenu dans la maison qu'il partageait avec Meadow. Mais tout semblait différent maintenant. L'atmosphère oppressante des secrets et de la marche sur des œufs avait disparu. David avait loué un appartement à seulement 10 minutes. Assez proche pour être au cœur de la vie quotidienne, mais suffisamment loin pour permettre à chacun de s'adapter. « Grand-mère » dit Tommy en tirant sur mon tablier. « Je peux te confier un secret. » Je me suis agenouillé à sa hauteur. « Bien sûr que tu peux. » Il mit ses mains en coupe autour de sa bouche et murmura « Je suis content que tu aies trouvé papa Dave. Maintenant, j'ai plus de papa que quiconque dans ma classe. » Mon cœur se serra d'amour pour ce petit garçon résilient qui avait transformé une situation compliquée en source de fierté. Moi aussi, je suis content, mon cœur. Et je suis content que maman Prairie soit partie, ajouta-t-il plus doucement. Elle était toujours en colère pour quelque chose. Cela me brisait le cœur qu'un enfant de 7 ans soit si conscient des tensions dans son foyer. Mais cela me rassurait aussi sur le fait que nous avions fait les bons choix. Les enfants en savaient plus que les adultes ne le pensaient, et Tommy avait senti la manipulation de sa mère, même s'il ne pouvait la nommer. Pendant le dîner, la conversation s'est déroulée naturellement entre les adultes, tandis que les enfants parlaient de l'école et de leurs amis. David nous a parlé du dernier match de foot de Tommy, où il avait marqué son premier but. Elliot partageait l'enthousiasme d'Emma à l'idée de commencer les cours de danse. Nous avons discuté comme la famille que nous étions devenus un peu atypiques peut-être,
mais authentique, comme jamais auparavant dans la version soigneusement orchestrée de Meadow. J'ai reçu un appel de mon avocat hier, dit Elliot alors que nous débarrassions les assiettes. Le divorce est enfin prononcé. Qu'en penses-tu, ai-je demandé. Il resta silencieux un instant, regardant Tommy aider David à remplir le lave-vaisselle. Soulagé surtout, et reconnaissant que ce soit terminé sans plus de dégâts pour les enfants. Des regrets? De mettre fin à notre mariage? Non. De ne pas avoir vu la vérité plus tôt? Il haussa les épaules. Je crois que je le regretterai toujours. Tout le temps perdu. Toute la douleur qu'elle t'a causée. Surtout. Je lui ai serré l'épaule. Tu ne peux pas te reprocher d'avoir fait confiance à quelqu'un que tu aimais. Ce n'est pas un défaut, Elliot. C'est juste humain. David nous a rejoints au comptoir, s'essuyant les mains sur un torchon. Est-ce qu'elle a eu des nouvelles? Rien, a dit Elliot. Son avocat a dit qu'elle ne voulait aucun contact avec les enfants. Pas de visite, pas d'appel téléphonique, rien. C'est probablement pour le mieux, dis-je. Même si je suis toujours étonné qu'une mère puisse s'éloigner si complètement de ses enfants, au moins, ils peuvent guérir sans craindre qu'elle ne perturbe à nouveau leur vie. Plus tard, après que les enfants se soient endormis devant un film dans le salon, les 3 adultes se sont assis autour de ma table de cuisine avec du café et un reste de tarte. Ces moments étaient devenus mes préférés. Conversation tranquille dans la lumière du soir, planification de l'avenir, discussion sur les défis de la coparentalité dans une situation aussi inhabituelle. J'ai réfléchi à quelque chose, dit David en ajoutant du sucre à son café. À propos du nom de famille de Tommy, Elliot leva brusquement les yeux. Qu'en pensez-vous? Il a toujours été Patterson. C'est son identité, son dossier scolaire, tout. Je ne veux pas changer ça, mais je me demandais. David hésita, puis s'avança. Ça te va si je prends ton nom aussi? Officiellement, je veux dire. David Patterson Chen, donc Tommy et moi partagerions une partie d'un nom, mais il serait toujours lié à vous et à votre histoire familiale. Le geste était si attentionné, si soigneusement conçu pour honorer la place de chacun dans la vie de Tommy que j'ai senti les larmes me piquer les yeux. Elliot avait l'air stupéfait. Tu ferais ça? Je veux que Tommy sache que les familles peuvent être compliquées sans être brisées, a déclaré David. Je veux qu'il comprenne qu'aimer quelqu'un ne signifie pas que vous devez choisir votre camp ou prétendre que les autres relations n'ont pas d'importance. Elliot tendit la main par-dessus la table et serra celle de David. Je pense que c'est parfait. Alors que la soirée touchait à sa fin et que David se préparait à emmener les enfants à son appartement pour leur séjour hebdomadaire, je l'ai pris à part. Merci, dis-je doucement. Pourquoi? Pour avoir sauvé ma famille. Pour avoir eu le courage de me dire la vérité alors qu'il aurait été plus simple de disparaître à nouveau. David resta silencieux un moment, regardant Tommy rassembler son sac à dos et son animal en peluche préféré. Tu sais ce que j'ai réalisé le jour où je suis venu frapper à ta porte? Je ne perdais pas seulement mon fils. Tu perdais aussi ta famille. Meadow nous séparait petit à petit. Mais nous l'avons arrêté. Nous l'avons fait. Il sourit. Et pour la première fois depuis que je le connaissais, ce sourire lui parvint jusqu'aux yeux. Et regardez ce que nous avons construit à la place. J'ai regardé autour de moi dans ma maison, les dessins des enfants collés sur le réfrigérateur, le pull oublié d'Emma drapé sur une chaise, les photos de famille qui incluaient désormais David et reflétaient vraiment notre réalité. Ce n'était pas la famille que j'avais imaginée lorsqu'Elliot s'est marié pour la première fois. Mais c'était infiniment mieux que la performance creuse orchestrée par Meadow. Après que tout le monde soit parti, je me suis assis dans mon salon avec une tasse de thé, réfléchissant à la façon dont ma vie avait radicalement changé depuis cet anniversaire dévastateur il y a 6 mois. La maison vide qui ressemblait à un tombeau résonnait désormais des échos de la vie de famille. Les rires des enfants, les questions prudentes de David sur les traditions familiales, la conversation soulagée d'Elliot sur ses projets d'avenir. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'Elliot. Merci pour le dîner, maman. Les enfants demandent si nous pouvons faire cela tous les dimanches. Je leur ai dit que c'était à grand-mère de décider. J'ai répondu, chaque dimanche semble parfait. C'est ce que font les familles. Sa réponse fut rapide, oui, c'est ce que font les vraies familles. J'ai mis le téléphone de côté et j'ai regardé la photo encadrée sur ma table de chevet. Une photo de la visite du mois dernier au zoo. Nous étions tous les 5 entassés devant l'enclos des éléphants.
Tommy était perché sur les épaules de David tandis qu'Emma tenait fermement ma main. Elliot se tenait au milieu, un bras autour de moi et l'autre autour de David, souriant comme s'il venait de se rappeler à quoi ressemblait le bonheur. Nous ressemblions à ce que nous étions, une famille qui avait été brisée et reconstituée dans une nouvelle configuration. Plus fort et plus honnête qu'avant. Pas conventionnel, mais réel. Pas parfait, mais vrai. La maison s'est installée autour de moi à la tombée de la nuit, mais elle ne semblait plus vide. Cela semblait plein de possibilités, plein de l'amour que Meadow avait tant essayé de détruire, mais qu'elle n'avait jamais réussi à éteindre. Je pensais que mon 65e anniversaire marquait la fin de mon rôle dans l'histoire de ma famille. Au contraire, cela a marqué le début d'un nouveau chapitre. Un endroit où l'amour n'était pas conditionnel, où la vérité comptait plus que l'apparence, et où être grand-mère signifiait protéger ses petits-enfants de quiconque les utiliserait comme une arme, même leur propre mère. Demain c'était lundi, ce qui signifiait que Tommy avait un entraînement de football et Emma son cours de danse. David allait chercher Tommy tandis qu'Elliot emmenait Emma, et ils finissaient tous les deux par revenir ici pour les devoirs et le dîner. C'était le genre de routine que Meadow aurait contrôlé et manipulé, mais qui découlait désormais naturellement de notre véritable attention l'un pour l'autre. Alors que j'éteignais les lumières et montais à l'étage, j'ai pensé à la femme qui avait essayé de m'effacer de la vie de ma propre famille. Quelque part, Meadow était probablement en train de se forger une nouvelle identité, d'élaborer une nouvelle histoire, de chercher une nouvelle famille à infiltrer et à contrôler. Mais elle avait laissé derrière elle quelque chose qu'elle ne pourrait jamais remplacer. L'amour entre des gens qui ont choisi de se battre les uns pour les autres au lieu d'abandonner.